Dans la salle, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à l'Assemblée nationale. Vous parlez aujourd'hui au nom des chasseurs. On avait très envie de venir vous voir parce que vous n'êtes pas chasseur, mais vous avez été maire d'une commune de 155 habitants. Vous avez côtoyé des chasseurs. Qu'est-ce qui représente pour vous les chasseurs ? Écoutez, moi je n'étais pas chasseur, mais je pense que pratiquement tout le monde chassait. Et moi tout simplement parce que je n'avais pas eu l'occasion de... Je n'avais pas pensé à passer le permis de chasser du temps où c'était, tu sais, normal. Ouais. Tu allais acheter ton permis. C'est ça. Et puis après, à vrai dire, j'étais très pris très jeune par mon entreprise. D'abord, j'étais berger, puisque papa avait eu un accident, je l'ai remplacé 3 ans, il était dans le coma. J'ai été installé paysan, berger. J'ai fait la première installation de Giscard d'Estaing Ouais. en 1974. Je croyais que j'étais d'ailleurs berger à vie, et mon frère était plus jeune, puis après, 3 ans après, quand papa est sorti du coma, c'est mon frère qui a pris la suite. J'étais ingénieur conseil, donc j'étais très pris. Je fais de la politique aussi très tôt. Mais sinon, pour moi, la chasse, c'est, comment je devrais dire, j'ai vécu la chasse. C'est-à-dire, j'ai vécu au milieu de chasseurs Ouais. en permanence. C'est mon biotope. C'est votre biotope. C'est mon biotope. Et j'ai pu voir, d'ailleurs, depuis que je me souviens, combien les chasseurs sont des hommes et des femmes qui connaissent profondément la nature. Je vois chez nous, par exemple, au conseil municipal, quand il y avait des questions techniques sur la connaissance fine du territoire, sur la géologie, sur tel ou tel passage, etc., c'est toujours les chasseurs qui étaient les plus en pointe. Et pas que ça, c'était des hommes et des femmes intransigeants, je dis bien intransigeants, justement sur une certaine regard, sur un certain regard, une bienveillance à l'égard des animaux. À l'égard des animaux. On ne faisait pas n'importe quoi. Ouais. Et on n'a jamais fait n'importe quoi. Et je vois que même quand... vous voyez, il arrivait des fois, il y a eu de tout. Maintenant, il y a trop de sangliers, il faudrait pouvoir en tuer, parce que Bien sûr. tellement Il y en a. ils les font tout. Ouais. Mais à certains moments, il y en avait moins. Eh bien, c'était les chasseurs eux-mêmes, ils décidaient, on ne chasse plus. Bien sûr. Vous voyez, donc il n'y avait pas besoin d'interagir, contrairement à ce qu'on peut dire ici ou là. Et puis, c'était toujours sympa. C'est un milieu sympa. Moi, je me suis toujours senti bien avec eux. Contrairement à ce qu'on dit, ils chassent moins qu'on dit. Parce qu'ils partent le matin, c'est des vaillants. Quand ils gèlent bien l'hiver, il faut y aller quand même. Voilà, ils sortent tout le temps. Les postes, etc. Pour s'être là, et là, et là, et là. Ils sont organisés. Mais après, chez nous, ils arrêtaient, ça ne les embêtait pas d'arrêter à 1h pour prendre l'apéro et ensuite de se taper mon repas. Bien sûr. Et ensuite, on ouvrait le sanglier l'après-midi et on y était pour la journée, quoi. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les médias, voire même certains hommes politiques, n'approuvent pas la chasse? Pourquoi est-ce qu'elle est tant critiquée aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé selon vous? Vous savez, on critique surtout, et très facilement, ce qu'on ne connaît pas, ou ce qui est très loin de vous. Et je crois que ça en dit très long sur la méconnaissance de la nature aujourd'hui. Nous avons eu longtemps des citadins, et encore des citadins, il y a de tout, vous savez, il y en a aussi dans le 16e arrondissement qui sont des chasseurs militaires. Mais d'une manière générale, quand on ne met plus ses pas sur une sente, sur un sentier, on n'a pas les mêmes vibrations. Bien sûr. Et par conséquent, on est passé de la sensibilité, vous voyez la sensibilité, Ouais. vous êtes un type très sensible, je vous regarde dans les yeux, le caméraman aussi, la sensiblerie. La sensiblerie, c'est quelque chose, c'est un état d'esprit que l'on
mais sur comment je devrais dire, de vastes agglomérations, et qui fait que vous êtes sensible. Vous voyez, une souris vous fait peur, mais en même temps vous êtes sensible aussi, même un rat, etc. Et il y a une sensiblerie. Et moi aussi, après tout ça me fait ça, donc qui ne pas. Mais je ne suis pas à ce point. Ouais, je comprends. La sensibilité, c'est sentir la nature, c'est la prise. Comment je dirais, c'est le contact permanent avec la nature, le vent, le soleil, les nuages, le changement de temps, le drôle de pincement que tu perçois à un moment donné sur la 6e lombaire ou sur la bas, qui, comme pour le pêcheur, Ouais. sur sa petite embarcation, annonce le changement de temps imminent. Je crois qu'il faut voir ça. Et je pense qu'un chasseur, il sent que l'animal va passer. L'animal sent que le chasseur est là. C'est le rapport de l'homme avec la nature, en fait. Le rapport profond, je dirais charnel, Ouais. entre l'homme et la nature. Vous avez dit, il y a quelques années, à nos confrères de la Dépêche, que le fait que la chasse était quelque chose de convivial, il fallait en profiter, parce que peut-être qu'un jour, ça n'allait plus durer. Vous pensiez à quoi en disant ça? Ah mais je vois l'évolution des mentalités. Déjà au niveau de mes collègues candidats à la présidence de la République, il y en a déjà un sacré paquet qui, par principe, alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est, Ouais. ne veulent pas entendre parler de la chasse et encore moins des traditions, comme si c'était un monde révolu. Mais enfin, d'où venons-nous? D'où viennent leurs parents et leurs grands-parents? Et est-ce qu'ils étaient à ce point fanatisés? Moi, je suis ouvert à tout. Moi, je ne me suis jamais livré à des tueries. D'ailleurs, je n'ai pas chassé. Mais qu'est-ce que vous voulez la chasse, je l'ai toujours vue. Je l'ai toujours vécue. Et je l'ai toujours vu se transmettre. Et se transmettre, c'est pas n'importe quoi. C'est transmettre aussi une connaissance du terrain, Ouais. une connaissance des us et coutumes très profonde. Et la transmission d'un savoir-vivre et d'un savoir-être. On est régulier. Vous parlez de transmission, c'est un... Il y a des cons, comme partout. Oui, bien sûr. Ça tu l'éviteras pas, vous l'éviterez pas. Ouais. Mais d'une manière générale, c'est quand même la chasse aujourd'hui structure un certain nombre de nos villages, de nos communes, qui, sans la société de chasseurs, n'auraient plus rien. Dans certains autres, ça va être une équipe de rugby, dans d'autres, ça va être... Vous voyez, Bien on sûr. a besoin de trouver des éléments qui vous réunissent et qui font que, voilà, ça se passe. Et pour que ce soit aussi accepté par les hommes, mais les femmes, les enfants. Vous imaginez quand la femme, le week-end, elle va voir son mari aussi. Mais du fait qu'il est à la chasse, il y a quelque chose qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Ouais. Et elle y va d'ailleurs, elle aussi. Elle y va aussi. Maintenant, il y a de plus en plus de... Moi, j'ai ma frangine, elle n'avait pas chassé, elle a pris son permis de chasser à l'âge de je ne sais pas, elle au moins, elle l'a passé de 25 ans, avec son mari et en famille, du côté du col d'Aspet, dans les Pyrénées. Et je peux vous dire qu'ils chassent chaque fois qu'ils peuvent, mais avec ce respect dont je parle. Vous parliez de transmission. Il y a 5 ans, on avait interrogé Yannick Jadot sur le thème de la chasse. Il nous avait parlé de son grand-père, qui était chasseur. Et le dimanche, pour lui, pour son grand-père, c'était la chasse, c'était une activité numéro 1. Alors il disait une chasse nourricière, aller simplement chasser un faisan avec son chien. Et 5 ans après, il souhaite supprimer la chasse le week-end et le mercredi. C'est quoi votre avis, votre réaction par rapport à ça? C'est des effets de mode. C'est parce que je ne sais pourquoi ça fait rien d'un seul coup de changer. Moi, je me suis escrimé pendant un mois, de temps en temps avec mes fils d'ailleurs, à nettoyer 40 hectares
de prairies très en pente. Parce que si vous voulez garder du vert très beau, ou les brebis pacage, et le vert qui empêche les incendies de partir dans tous les sens, parce que le vert il arrête tout. Si vous voulez empêcher les crues féroces qui détruisent les villes, il faut entretenir et le plus haut possible. Donc je faisais ça. Et un soir, j'avais un de mes fils qui était avec moi, et il avait fait 2 heures et il n'en pouvait plus. Et il tombe sur un papier, c'était la primaire entre les écologistes, sur Jadot, et puis l'autre là, qui est d'Arrête, le maire de Grenoble. Ouais. Éric Piolle. Éric Piolle, qui faisait des déclarations tonitruantes. Il dit, papa, eh bien, je t'ai fait un reportage, mais on va envoyer ça à Piolle et à Piolle, parce qu'il était du pays, et Jadot, on va leur dire qu'il nous reste 2 débroussailleuses, puisqu'ils aiment tant la nature, qui viennent nous donner un coup de main. Bien sûr. Et s'il n'y a pas de raison... On avait fait un écho sur le site, justement, on avait relayé les photos. Ils n'ont jamais répondu. Mais c'est des effets de mode, mon cher ami. C'est des effets de mode et que je ne comprends pas. Et je connais même des chasseurs qui, parce que ça ne fait pas bien, iraient presque jusqu'à se cacher ou n'oseraient pas dire. Il y a une forme, comment je devrais dire, enfin, on vous oblige presque. Vous êtes, il y a une forme de tyrannie, de bien-pensance. C'est plus facile de dire que vous n'êtes pas chasseur que vous êtes chasseur. Aujourd'hui, dans le clivage de la société dans lequel on vit. C'est une conversation, mais vous êtes brillant si vous parlez que vous ne chassez pas, etc. Ouais. Seulement, est-ce que quelqu'un a vu un vieil homme au soir de sa vie ou une vieille femme? Ça existe ici, hein, dans la tour, au pied des tours, ou n'importe où. On ne fera peut-être même pas attention. Peut-être qu'elle mourra, même personne ne pensera à elle. Mais chez nous, elle tient la maison. Moi, je me souviens de ce vieil homme qui pleurait au soir de sa vie. Pourquoi il pleurait? Parce que, d'abord, il réalisait qu'il était le seul, le premier dans la longue lignée de sa famille à faire défaut. Il n'aurait pas de successeur, ni garçon, ni fille. Alors qu'il avait vu, et il savait que dans la maison, il y avait eu tous ceux qui avaient disparu à Valmy, tous ceux qui avaient disparu dans la guerre de 70, le 14-18, le 39-45. Des fois, il ne restait pas un seul frangin, mais il y avait un cousin, il y avait un voisin qui prenait la suite. Et là, la rigueur féroce des temps à l'égard de nos territoires, de nos campagnes, est telle que beaucoup n'ont pas pu transmettre. Et je voyais un homme qui pleurait devant sa porte. Et j'essayais de le faire parler. Et je voyais bien ce qu'il voulait dire. Et il m'a dit, je suis un salaud, je suis un pauvre type. Toujours il y a eu quelqu'un pour prendre la suite. Ouais. Et moi, je n'ai pas su organiser ma suite. Et puis après, il a dit un peu plus loin, tu vois cet arbre-là? Il veut rentrer à tout prix dans ma cuisine. Et tu sais qu'est-ce qu'il y a derrière? 2 sangliers. Et je ne veux plus me défendre. Mais est-ce que quelqu'un peut imaginer qu'un homme comme ça peut souffrir, peut aussi réfléchir aussi intensément que n'importe quel très grand cerveau de la soi-disant bonne compagnie? Il y a un autre problème que vous touchez du doigt, c'est la problématique, vous qui êtes une famille de bergers, des loups aujourd'hui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que des bergers qui ont des attaques de loups devraient pouvoir se défendre du loup avec une arme? Est-ce que vous pensez que ça serait raisonnable aujourd'hui de faire ça, compte tenu de la population de loups qu'on a en France? Bien sûr. Mais vous êtes berger. Et je ne comprends pas là, monsieur Jadot. Et je ne comprends pas tous les autres. Alors, manger, laisser dévorer un agneau qui ne veut pas se défendre, un chevreau, un petit veau, ou même
50 brebis, 100 comme ça peut se produire à certains cas. Là, on laisse sauvagement assassiner, on n'a pas le droit. Reste oui. Alors moi, là-dessus, j'ai fait ma philosophie, j'ai essayé, parce que je suis le seul des candidats à avoir connu la présence de l'ours. Et connu la présence de l'ours, je le décris dans un de mes livres, avec mon père à 2700 mètres d'altitude. Et pendant les périodes de mauvais temps, quand la brume se mettait, qu'elle durait 3 semaines, tout était mouillé au mois de juillet, l'ours attaquait tous les soirs. Et vous aviez d'un seul coup le fracas du troupeau qui venait se jeter sur les tôles de la petite cabane. Et moi, je me réveillais, j'avais le cœur qui tabassait dans ma poitrine. Et mon père se levait. Mon père n'avait pas de fusil non plus. Et il sortait avec un bâton. Et il hurlait. Puis l'ours avait emporté une de brebis. Voilà. Et puis après, il disait, bon, il ferait bien de se mettre à travailler lui aussi. Et, et puis il me rassurait, il me consolait. Voilà. Moi, suite à ça, j'ai essayé, quand François Mitterrand, notamment, a dit il faut que on puisse faire vivre ensemble le pastoralisme et les ours et les loups. C'était une question posée par un écologiste de l'Ariège. Moi, j'ai essayé. Parce qu'on avait les 7 derniers ours de France dans le Béarn. Et une ours. Il n'y avait pas un seul loup. Les 1000 qui y sont maintenant, je ne sais plus combien, ils n'étaient pas rentrés en autostop depuis l'Italie pour gagner le territoire français. Parce que qu'est-ce qu'on a pu mentir là-dessus? Vous pensez qu'aujourd'hui, on estime la population à 1000, 1500 loups. Vous pensez que c'est ce chiffre-là? Vous pensez qu'il y en a plus? Il y en a plus, bien sûr qu'il y en a plus. Mais allez interroger partout dans les Alpes, moi j'en viens, allez interroger les Ariégeois, allez interroger qui vous voudrez. Il y a des meutes de loups un peu partout. Donc pour moi, c'est simple, j'ai essayé, j'ai voulu faire venir 2 femelles, ours, des monts Cantabriques, parce que c'est les plus ressemblantes avec l'ours brun des Pyrénées. J'ai voulu. Eh bien, vous savez qui c'est qui m'empêchait, alors que j'avais un dossier qui avait été entièrement construit par les services de l'État? L'État. Parce que l'État voulait garder, mais moi j'en foutais pourvu qu'on sorte de cette critique permanente, et puis après je dis, on a essayé, et j'avais dit, bon, s'il y a une ours qui ne va pas, ou des oursons subadultes qui ont un comportement normal, nous les capturerons et on les met dans un parc animalier que faisait un collègue maire qui était très, très bien. Plutôt que de raconter des inepties là-dessus, certains voulaient le porter à la préfecture, certains voulaient... Bon, moi je vais dire faire ça. Eh bien, c'est l'État qui nous a dit non. L'État a dit non. C'était du temps de Mme Voynet. Elle a dit non à notre projet. Bon, et puis j'ai continué à regarder. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous dire, moi, et je l'ai noté en toutes lettres sur mon projet, sous forme de livre, qui va sortir sous forme d'ouvrage, qui va sortir dans 15 jours. La cohabitation entre l'homme et son troupeau, le pastoralisme, qui est une signature exceptionnelle pour la France. Exceptionnelle. Nous sommes les seuls à l'avoir gardé aussi vrai, aussi authentique. Oui, il y a des hommes et des femmes. Et chez nous, d'ailleurs, plus de femmes que d'hommes. Parce que nous avons installé 300 bergers. Sur les 300, il y a 150 bergères. Et elles viennent partout de chez nous, ils en viennent de toute la France. Eh bien, la cohabitation avec eux et leurs troupeaux est impossible. Impossible. Donc, moi, je suis engagé, si je suis élu, si j'ai le poids suffisant un jour, parce que c'est la seule manière de sortir de l'affaire, c'est de sortir, de me mettre en congé de la directive Habitat et de la directive Oiseaux et de la Convention de Berne. Pourquoi? Parce qu'on a tellement juridicisé, je ne sais pas comment on dit, je suis avocate, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, tout est tellement juridique, et un juridisme européen et globalisé, féroce, qui fait que vous ne pouvez jamais gagner un procès, vous n'aurez jamais raison.
Un paysan est redevenu un manant du temps des serfs. On a droit de vie ou de mort, et s'il veut parler, on le coupe. Donc pour moi, c'est clair, il y a, Dieu merci, encore sur Terre, suffisamment de territoires vierges. J'ai été président des populations des montagnes du monde, donc je connais tous les massifs. Pour laisser tranquille à leur vie des ours, des loups, des lynx en totale liberté, Ouais. et laisser quand même ce merveilleux pastoralisme s'exercer. Les Suisses sont obligés de faire semblant. Et encore, en Suisse, il n'y a pas tellement d'ours. Mais surtout, les Autrichiens, et le Tyrol, c'est des traces de jouvence factice. Les Espagnols, n'en parlons pas. C'est des jeunes qui sont embauchés pour faire manger 60 vieilles brebis et ils sont payés pour. En Roumanie, en Slovénie, c'est pareil. Tout ça, c'est archi faux. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Et vous savez d'où ça vient? Ça vient d'un mouvement qui est né il y a une soixantaine d'années et qui a donné le WWF, de sinistre réputation, où quelques-uns des pires pollueurs, de la planète ont senti le vent venir, ont dit un jour, cette pollution apparaîtra, il faut vite ouvrir un contre-feu pour qu'on fasse passer les hommes des territoires, et en particulier les chasseurs, pour de fous sanguinaires qui mettent en danger la planète. Alors que la Coupe du monde de football au Qatar, avec le nombre de morts qu'il y a eu, qui est grand comme l'île de France, les djihadistes qui reposent tranquillement encore, ça ne va pas réchauffer le carbone de la planète, etc. Mais est-ce que vous vous rendez compte dans quel milieu nous respirons nuit et jour le mensonge? Je m'opposerai à tout ça de toutes mes forces. On vous sent attaché à la ruralité, on vous sent attaché au monde de la chasse, à la préservation de la nature en cohérence et puis avec beaucoup d'intelligence. Une dernière question. Demain, vous êtes élu. La chasse aujourd'hui est traitée par le ministère de la Transition écologique, et ce qui crée certains heurts, en fonction aussi des personnes que vous mettez à cette place-là. Demain, vous êtes élu. Est-ce que vous conservez la chasse avec une gestion du ministère de la Transition écologique? Est-ce que vous créez un ministère de la ruralité? Ou est-ce que vous le faites gérer par le ministère de l'Agriculture? Alors d'abord, si je suis élu, ma première priorité, c'est de reconstruire l'État. Nous n'avons plus d'État, cher ami. L'État qui est apparu pourtant pour les Français, surtout pour les Français, parce que la France s'est construite autour de l'État et de ses provinces avec le roi. Puis quelques coups de guillotine plus tard avec les présidents. Mais il y avait aussi Dieu. Alors Dieu, je ne sais pas comment on le remplace. Si vous avez une idée, c'est plus facile de remplacer un écologiste que Dieu. Or Dieu ne veut plus être Premier ministre, et d'ailleurs personne ne le veut pas. Donc, soyons sérieux, mais enfin on l'est quand même. Et moi je reconstruis un État, parce que l'État d'aujourd'hui ne s'occupe plus des citoyens, il ne s'occupe plus des individus, il est trop occupé. D'abord, on est archi-endetté, on a été pris en main par une mafia internationale de la finance qui est inexorable, qui fait élire Macron, qui fait monter Zemmour à 30%, parce que, 15% parce que tout le monde se fout au cul pour parler Zemmour, jusqu'à n'en plus pouvoir. Bon, voilà, bon, enfin, peu importe, chacun ses idées, tant mieux. Pas pour moi, je ne pense pas. Et donc vous, le ministère, selon vous, qui doit gérer la chasse? Je refais l'État. Pour qu'on ait un État dont on puisse dire l'État c'est moi de nouveau. Tu as trouvé un Français qui va dire aujourd'hui l'État c'est moi? Non. L'État il te surveille. L'État il te suit. L'État il t'enlève tout ce que tu as. Il faut retrouver un État bienveillant. Et qui soit aussi un symbole. Parce que la politique c'est le symbole. Et un symbole est un outil pour le président qui deviendra chef de l'État. Et à ce moment-là, les Français, et si nous faisons ça, ce sera les peuples du monde entier de nouveau qui marcheront. Parce que lorsque la France a une embellie, c'est partout pareil. Et à ce moment-là, l'État reconstruit, il faut reconstruire une organisation du territoire, parce qu'il n'y en a plus. Hollande et comment il s'appelle, son brillant Premier ministre, ont tout foutu en l'air. Manuel Valls. Manuel Valls.
tu vois, la commune qui est la base des départements. Il n'y a que ces régions immenses qui n'ont aucun passé, qui n'ont aucun présent aujourd'hui. Tu vis rien, aucune intensité. Tu ne sais même pas qui est conseiller régional, et aucun futur. Moi, je veux faire revivre les provinces. C'était le projet du général de Gaulle. Parce que ça, c'est une vraie réalité. Et entre l'État et ces provinces, c'est-à-dire leur tradition, leur couleur, leur savoir-faire, nous gérerons la chasse totalement différemment. Et nous la gérerons en bien commun. En bien commun. Avec les us et coutumes, puisque la République a voulu ça, la République a été révolutionnaire, mais elle a gardé aussi un certain nombre de traditions du droit très ancien et du droit coutumier français. Donc, pour répondre, c'est la compétence du ministère de l'Agriculture, et ça sera de ma compétence propre aussi. Personnel. Personnel. Parce que c'est un sujet, à mon avis, qui est un sujet de vie. Oui. C'est un sujet de vie. C'est-à-dire, c'est le vivant. C'est la transmission du vivant. Être ou ne pas être. Et être, eh bien, c'est vivre passionnément parce qu'on aime le lieu où on est né, où on respire, où on fermera peut-être ses paupières un soir. On aime ses enfants, on aime sa femme, on aime ses parents. On aime les bêtes qui vous entourent. Et puis, vous savez que la vie aussi, il faut savoir réguler pour que justement les espèces se portent bien. Et puis, pour que vous puissiez manger aussi une partie de viande sauvage. Voilà. Donc, je suivrai cela en personne, mais je pense que nous devons gagner une bataille perdue depuis 50 ans, c'est-à-dire qu'on nous a mis dans la tête, et on la met partout, que nous sommes des sous-hommes, parce que nous sommes respectueux de nos us et coutumes, de nos traditions. Or, un peuple qui oublie d'où il vient, un peuple qui ne sait plus qui il est un peuple mort. Voilà. Et moi, j'aime trop la France, j'aime trop l'humanité, j'aime trop la vie, j'aime trop la fête pour devenir cette espèce de musée ambulant, poussiéreux, à la naphtaline, etc. Non, je veux une France de vie. Je pense que les chasseurs seront d'accord avec vous. Merci en tout cas. En tout cas, je ferai et je ne les tromperai pas, moi. Moi, je ne vais pas changer la vie. Je ne vais pas changer la vie. C'est pas comme certains. Merci beaucoup. Merci Jean.